Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez le chroniqueur Picard. Et comme vous l'auriez compris, nous partons aujourd'hui à la rencontre de l'une des plus belles plumes de la littérature française, Jean de La Fontaine. Une véritable figure emblématique du classicisme et de la langue française, mais Jean de La Fontaine ne peut pas être uniquement limité à ses fables. C'est aussi un homme complexe, controversé, misanthrope, indolent et séducteur. Ainsi, dans cette vidéo, nous retracerons ensemble la vie de Jean de La Fontaine pour comprendre comment il a pu devenir l'un des auteurs français les plus incontournables de tous les temps. Jean de La Fontaine voit le jour le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, dans le sud de l'Aisne. Il est le premier fils de Charles de La Fontaine, maître des eaux et forêts et capitaine des chasses du duché de Château-Thierry, et de Françoise Pidoux, issu d'une longue et notable famille originaire du Poitou et installée depuis quelques années sur les bords de Marne entre pays de Champagne et de Brie. À la naissance de Jean, en 1621, le royaume de France est dirigé par le jeune monarque Louis XIII, âgé alors de 20 ans et débarrassé de l'influence de Concini et de sa mère, la reine Marie de Médicis. Le royaume entre en conflit ouvert avec les Huguenots dans le sud et verra dans les années qui suivent l'ascension d'un autre personnage que vous connaissez tous, le cardinal de Richelieu. Mais passons. Pendant ce temps, dans le nord, Jean quant à lui grandit, dans la demeure familiale des La Fontaine, un splendide hôtel particulier construit en 1550 et acheté par Charles, son père, en 1617. En ce temps-là, la ville modeste de Château-Thierry compte entre 4000 et 5000 âmes. Les gens, dès le matin, bavardent de tout et de rien. Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour. La famille de Jean exerce le métier de marchand drapier, ce qui lui permet alors de se rapprocher de la noblesse et des classes supérieures du royaume. On peut constater par ailleurs la richesse de sa famille par la présence d'un puits, un véritable symbole de richesse, ô combien important, et permettant l'accès à une réserve d'eau en continu et par tous les temps. On peut y voir également un corps de logis et des communs en pierre de taille, qui soulignent une nouvelle fois la prospérité économique de La Fontaine. Il est facile de s'imaginer ce jeune garçon, sonnant et trébuchant, et s'amusant en toute inquiétude dans la cour de la maison familiale. Et toutefois, bien que disposant de peu d'informations sur ses premières années, on sait que Jean de La Fontaine va avoir une enfance heureuse. Il étudiera au collège de Château-Thierry dans sa jeunesse. Il y apprendra le latin, mais pas le grec. Et il se liera d'amitié avec François de Maucroix, poète et traducteur de grec et de latin. Un proche qui lui sera fidèle tout au long de sa vie. En tant que fils du maître des eaux et forêts de Château-Thierry, le jeune La Fontaine apprend au contact de la nature et de l'environnement qui l'entoure. Ce jeune garçon dynamique est très vite passionné par ce qu'il observe et étudie. Il prend beaucoup de notes sur le comportement de la faune et de la flore du domaine de son père, et il s'amuse à décrypter les secrets de ma nature. Cela ne vous dit rien ? Nom de Zeus. Mais l'enfant précède l'homme qu'il va devenir. À l'aube de ses 20 ans, il entre le 27 avril 1641 au couvent de l'Oratoire à Paris. Il y entamera une vie ecclésiastique, certainement sous la pression de ses parents, comme il en sera de même pour son frère cadet, Claude. Mais La Fontaine, lui, il cherche alors un sens à sa vie, et contre l'avis de ses parents, il va entamer le début de son histoire. En 1641, Jean de La Fontaine, ce jeune homme que l'on décrit alors comme insouciant, songeur et rêveur, va se lasser très rapidement de cette voie sacrée. Il va être bouleversé, comme nombre de ses contemporains, par la lecture du roman L'Astrée d'Honoré d'Urfé, une œuvre littéraire incontournable du début du XVIIe siècle. Pour la première fois de sa vie, il frémissa, et comprit ce que le destin lui tendit. Il s'écria alors « Ça y est, c'est décidé. Moi, Jean de La Fontaine, je veux vivre et être connu comme jadis l'ont été Rabelais ou encore Montaigne en leur temps. Et à partir de ce jour, je dédierai ma vie à la réalisation de ce dessein. » Peu après, il quitte l'oratoire et commence des études de droit à Paris afin d'entamer une vie confortable en ce milieu du XVIIe siècle, période à laquelle La Fontaine se lie d'amitié avec un cercle d'amis baptisé les Chevaliers de la Table Ronde. Il y rencontrera notamment Pélisson,
un jeune homme originaire de Castres, entrepreneur et plein de vie, qui l'aidera par la suite dans son ascension littéraire. Mais d'abord, il se forme et joue dans les cabarets parisiens, tenant le rôle de personnage comique ou burlesque, et il entretient une correspondance avec ses proches et dépense moult deniers. Son cahier d'observations et de notes ne le quitte jamais. Il se remplit un peu plus de jour en jour. La Fontaine consomme alors pleinement les œuvres littéraires européennes et surtout françaises de son temps, et chérit plus que tout cette époque, qu'il définira quelques années plus tard comme l'une des plus belles de sa vie. À 26 ans, il épouse Marie Ricard, qui elle en a alors 14. Ses parents sont magistrats de province, et son oncle, Jacques Janard, est substitut du procureur général du gouvernement de Paris. Il se présente également comme un proche d'un certain Nicolas Fouquet. Mais nous y reviendrons plus tard. Marie Ricard a le prestige de compter dans sa famille une autre grande figure de la littérature française que vous connaissez tous, Jean Racine, qui se retrouve cousin par alliance de Jean de La Fontaine. Mais les deux époux ne s'entendent pas particulièrement bien. La Fontaine est très infidèle et enchaîne les aventures. Marie fait de même. Toutefois, les deux mariés tolèrent les libertés de l'un et de l'autre, un fait qui est relativement rare pour l'époque. Les infidélités de La Fontaine et de sa femme ont vite fait de faire le tour de la petite bourgade de Château-Thierry. On dit même que quand sa femme a été trouvée en compagnie de son amant, un homme farouche du nom de Poignant, capitaine des dragons du roi, un dragon comme... Je suis... la mort. La foule de Château-Thierry va alors chercher La Fontaine pour lui demander de laver par l'honneur cet affront fait à leur mariage, et en bonus, profiter de ce spectacle. Disposant tout de même d'une haute stature d'1,87 m, ce qui est encore plus notable à une époque où les hommes mesurent en moyenne 1,67 m, Jean de La Fontaine affronte son adversaire au sabre, mais sans trop de suspense, il est défait facilement par Poignant. Il va cependant, et contre toute attente, se prendre de sympathie pour son adversaire, allant même jusqu'à lui reconnaître que pour lui, ce n'est pas bien grave, et que Poignant, lui aussi, se lassera un jour de sa femme. Ce trait d'esprit et de caractère représente parfaitement l'état d'esprit de La Fontaine. Un homme simple, un épicurien, qui vit au jour le jour, et qui souhaite jouir le plus possible du bonheur et de la vie. Remarquez que cela tranche particulièrement bien avec son tempérament de rêveur et d'éternel poète indolent. C'est aussi un grand charmeur. J'ai une petite anecdote à ce sujet. On raconte qu'une fois, il a enlevé le chien d'une femme de Château-Thierry qu'il convoitait, et il est rentré chez elle pour la surprendre et lui faire la cour, mais cette jeune femme étant accompagnée par sa mère, La Fontaine ne put que s'enfuir en toute hâte en escaladant le muret de la demeure de cette jeune femme. Cocasse, n'est-ce pas ? Quelque temps plus tard, en 1649, il obtiendra son diplôme d'avocat au Parlement de Paris, bien qu'il n'ait jamais eu véritablement besoin d'exercer cette charge. C'est toutefois en 1652 qu'une autre charge, celle de maître des eaux et forêts de Château-Thierry, lui est transmise par son père. La Fontaine se retrouve alors gardien de nombreux hectares de nature, jouxtant sa résidence familiale, et va avoir alors la tâche de surveiller et de juger les activités d'exploitation des forêts, la chasse et la pêche sur son domaine, une sorte de garde forestier ou ranger de l'ancien régime. Il va parcourir à pied et à cheval ces terres, et rencontrer les paysans et l'environnement dans lequel ces derniers évoluent. Il apprécie beaucoup cette tâche, qui lui laisse une grande liberté pour se consacrer à l'écriture. Néanmoins, cette activité n'est pas rentable, et l'argent, avec La Fontaine, c'est aussi un élément à prendre en compte. C'est pourquoi ce dernier va se rapprocher en 1658 d'un personnage haut en couleur et indissociable de la carrière de ce grand écrivain. Jean de La Fontaine va partir en ce début d'année 1658 à la recherche d'un mécène, un terme utilisé pour désigner une personne riche, qui va investir et protéger les artistes à son service. L'incontournable mécène de son temps, c'est bien sûr Nicolas Fouquet. Il doit cette rencontre à son ami Paul Pélisson, grand courtisan de la cour de Nicolas Fouquet, que La Fontaine a rencontré quelques années plus tôt, à Paris. Nicolas Fouquet, comment vous dire en quelques mots ? Il est véritablement le dernier grand prince de la Renaissance française. C'est un homme richissime au possible, et en charge de la surintendance des finances du royaume de France, c'est-à-dire le budget et les dépenses du royaume. Il est l'un des plus grands personnages de son temps. Jean de La Fontaine et Nicolas Fouquet vont se prendre de sympathie l'un pour l'autre, et très rapidement, Jean de La Fontaine va rentrer au service de Fouquet. En composant à sa gloire un poème épique, Adonis, tiré du poète latin Ovide, une véritable référence dans sa catégorie. Jean de La Fontaine cherche alors à s'élever dans la société, à l'image d'un écureuil. Ah oui, je ne vous ai pas dit ? Fouquet signifiant écureuil, en ancien angevin.
Ce petit être des forêts est aussi l'animal héraldique de la famille de Nicolas, et sa devise « Quod non ascendent », jusqu'où ne montrera-t-il pas, rappelle très bien cette ambition. La fontaine au service de Fouquet, c'est aussi une pension poétique, une sorte de commande annuelle d'œuvres pour Fouquet, et pour lesquelles La Fontaine perçoit moult deniers. L'influence de son mécène lui permettra également de rencontrer de grands personnages de son temps, comme Charles Perrault ou encore Pierre Corneille. De cette période, entre 1658 et 1661, débouchera plusieurs œuvres, aujourd'hui méconnues de La Fontaine, et qui pourtant témoignent d'une très grande qualité, à l'image de son poème Adonis, de la pièce de théâtre Les Rieurs du Beau Richard, du recueil de poèmes des élégies aux nymphes de Vaux, ou encore du Songe de Vaux, pour les connaisseurs. Mais là où le soleil se couche, ailleurs, un autre soleil se lève. Et en cette année 1661, c'est bien Louis de France, 14e du nom, qui s'affirme comme ce nouvel astre. Pour Nicolas Fouquet, qui se voulait être le nouveau Mazarin, c'est la disgrâce. Accusé de détourner l'argent du roi, il est arrêté à Nantes, sous ordre de Louis XIV, par le capitaine des mousquetaires, d'Artagnan. Bientôt, il sera envoyé finir ses jours, à Pignerol, dans les Alpes italiennes. Mais l'arrestation de Nicolas Fouquet, c'est un véritable choc pour le royaume. Et encore plus pour La Fontaine, qui ne sait les premiers jours comment réagir, et pense peut-être même qu'il se fera arrêter, comme l'ont été quelques années auparavant les partisans de la Fronde. Et vous savez, entre nous, Nicolas Fouquet l'a un peu cherché quand même. Entre son achat de Belle-Île-en-Mer, la construction de son château de Vaux-le-Vicomte, le plus beau et le plus cher de son temps, ou encore sa fête majestueuse du 17 août 1661, qui a émerveillé ses contemporains. Vous connaissez cette soirée, non ? Laissez-moi vous en dépeindre les grands traits. Au programme, plus de 6000 invités, venus de toute l'Europe, rien que ça. De la musique de cour dans les jardins, des feux d'artifice, des danses, des animations en tout genre, la première des fâcheux de Molière, François Vatel pour le repas, et en ce qui concerne les convives, tout le gratin du royaume. Le roi, Charles le Brun, André le Nôtre, Louis le Vau, Jean de La Fontaine, Jean Racine. La Fontaine écrira lui-même à propos de cette fête « Tout combattit à Vaux, pour le plaisir du roi. La musique, les eaux, les lustres, les étoiles. » Voltaire, des années plus tard, quant à lui, dira « Le 17 août, à 6 heures du soir, Fouquet était le roi de France. À 2 heures du matin, il n'était plus rien. » En effet, le sort de Fouquet était déjà scellé depuis près de 3 semaines. Toutefois, l'ensemble du décorum, ainsi que la tentative de charme de Fouquet pour Louise de la Vallière, alors favorite du roi, n'ont eu pour effet que de décupler sa soif de vengeance. Mais face à cette situation, La Fontaine ne se laisse pas abattre, et va être très courageux dans cette affaire, en prenant publiquement et personnellement la défense de son protecteur, et va en 1662 composer une ode au roi, en prenant parti pour Fouquet. Par la suite, il mobilisera la cour de Versailles, et publiera de nombreux plaidoyers en faveur de Fouquet. Un acte très courageux, mais qui lui vaudra le mépris et l'hostilité de Colbert et de Louis XIV, qui l'enverront ensuite en exil forcé dans le Limousin. Un exil duquel il en tirera un récit de voyage, relation d'un ouvrage de Paris en Limousin, publié à titre posthume, et dans lequel il parlera notamment de son séjour en Limousin et dans le Val-de-Loire. Ce sera l'unique voyage de longue durée de La Fontaine qu'il fera dans sa vie, en dehors de ses allers-retours Paris-Château-Thierry. Le sort de Nicolas Fouquet est pourtant scellé, et en tant que père d'un petit garçon, Charles, né en 1652, Jean de La Fontaine se doit de subvenir aux besoins de sa famille. Il se rapproche alors de Madame de la Sablière, une femme de salon, qui lui apportera son soutien toute sa vie. Mais bien qu'insuffisant, il devient par la suite un gentilhomme servant, au palais du Luxembourg, auprès de la duchesse douairière d'Orléans, la veuve de monsieur Gaston d'Orléans. Un lieu alors triste et sans joie de vivre, qui contraste avec le style léger et décalé que La Fontaine s'est construit depuis son allégeance au fugace écureuil. De la disgrâce de Nicolas Fouquet, et après la mort de La Fontaine, sera publiée une fable, encore méconnue de nos jours. Laissez-moi vous en conter le récit. Il était une fois, dans une forêt, battu par une puissante tempête, un écureuil se tenant fermement à un arbre et luttant de toutes ses forces pour survivre à cet apocalypse venu l'éliminer. Ballottant et glissant sur les branches, se rapprochant un peu plus d'une chute fatale, un renard moqueur apparut alors. Contemplant le spectacle avec satisfaction, il déclara qu'il n'avait jamais vu une scène si hilarante. Presque aussitôt, après ces dires, le vent tourna, et un bruit résonna soudain au loin. L'écureuil aperçut par-delà les branches et les feuilles un groupe de chasseurs en pleine partie de chasse, et se rapprochant inexorablement de lui. L'écureuil, d'un ton revanchard, s'exclama ainsi au renard « Sachez, monsieur le renard, que vous apprendrez bientôt à vos dépens à ne pas vous moquer de ceux qui souffrent. » Et oui, la déchéance de l'écureuil
C'est aussi le début d'une longue histoire entre Jean de La Fontaine et la renaissance de la fable. En 1664, Jean de La Fontaine entre au service de la duchesse d'Orléans, au jardin du Luxembourg. Cette initiative lui assure deux choses. La première, c'est un revenu confortable, pour vivre et subvenir aux besoins de sa famille. La seconde, c'est du temps, pour se consacrer à la littérature. Il se consacre ainsi à la rédaction de 2 recueils de contes et de nouvelles, bien moins connus que ses fables, et qui seront publiés successivement en 1665, 1666 et 1671. Le conteur royal étant à cette époque Charles Perrault, La Fontaine va alors chercher à se racheter auprès du roi. C'est ainsi qu'est publié en 1668, en l'honneur du dauphin, le premier recueil des fables de La Fontaine. Avant la publication de ces recueils successifs, le genre de la fable, inspiré du poète antique phrygien Ésope, était un pur et simple exercice scolaire, consistant à analyser une histoire et à en trouver la morale. La Fontaine va surpasser le genre de la fable et lui donner véritablement, et jusqu'à nos jours, ses lettres de noblesse. Ces histoires simples, courtes, poétiques, à mi-chemin entre anthropomorphisme et analyse du genre humain, le tout dans un récit respectant à la lettre une esthétique littéraire classique, sont un véritable chef-d'œuvre et une vraie référence. Tous les francophones du monde ont au moins une fois dans leur vie entendu et vécu la morale de ces petites histoires. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Je plie et ne romps pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais La Fontaine, lui, il a bien besoin d'aide. Et c'est Madame de Sévigné, une salonnière, et une autre grande figure de son temps, qui va lui apporter un puissant soutien. Elle adore ses fables, et La Fontaine lui en dédiera par ailleurs quelques-unes. Car oui, à l'époque de La Fontaine, les femmes ont un rôle déterminant dans la carrière et le devenir des artistes. Ce sont elles qui décident de ce qui est modéré ou pas, ceux qui ont la parole dans les cercles et ceux qui ne l'ont pas, mais aussi dans la vie publique. Elles décident des intervenants et du divertissement des puissants, ainsi que de l'ensemble de la société. Ainsi, de 1668 à 1694, Jean de La Fontaine publiera pas moins de 3 tomes, pour un total de 243 fables. Une fable est un récit imagé, mettant en scène généralement des animaux pour en tirer une morale. On pourrait dire que La Fontaine c'est une fable. Et la fable, c'est La Fontaine. C'est aussi une quête perpétuelle vers la liberté. En soi, ces fables sont l'incarnation de la pensée et de la vie de l'auteur. Cependant, en 1672, suite à la mort de la duchesse d'Orléans, La Fontaine connaît alors de nouvelles difficultés financières. Il faut dire qu'il est plutôt cigale que fourmi, et doit revendre sa maison natale pour payer ses dettes. Les droits d'auteur n'existant pas à l'époque de La Fontaine, il n'a jamais ainsi perçu le moindre revenu pour la vente de ses fables. Toutefois, il pourra compter sur le soutien indéfectible de Madame de la Sablière, qui l'accueille chez elle, et l'aidera jusqu'en 1693, date du décès de la duchesse. En février 1673, suite au décès de Molière, il sera l'auteur de l'épitaphe pour son ami. Célèbre très rapidement après la sortie de ses fables, La Fontaine cherchera néanmoins à se démarquer alors dans ce qu'on appelle les genres nobles, comme la tragédie, la comédie ou l'opéra. Il s'essaiera ainsi à la rédaction du registre d'opéra Daphné, en collaboration avec Jean-Baptiste Lully, mais ce ne sera pas concluant. Lully est connu pour son tempérament difficile et chasse La Fontaine. Ce dernier lui retournera alors le compliment avec une violente satire, le Florentin, Lully étant originaire de Florence. De son vivant, La Fontaine a collaboré avec 3 compositeurs, mais il n'obtient la reconnaissance qu'après sa mort, et demeure aujourd'hui à l'origine de nombreuses œuvres originales, comme Les Amours d'Assis et de Galatée, un opéra en 3 actes de Marc-Antoine Charpentier, L'Astrée, une tragédie lyrique en 3 actes de Pascal Collas, ou encore Les Paladins de Jean-Philippe Rameau. Mais ce sont bien ces fables qui aujourd'hui consistent l'essence même de cet artiste, une œuvre au caractère universel, à l'image de l'analyse des facettes de l'homme et de la critique de la société qu'en fait son auteur. Elles seront rééditées plus de 40 fois du vivant de La Fontaine. Toutefois, c'est bien la reconnaissance que La Fontaine recherche, et il va alors se tourner non pas vers des éditeurs ou Versailles, mais vers une toute autre institution. À partir de 1680, Jean de La Fontaine est confronté à un manque de production et de pluralité dans ses sujets d'écriture. Fables, poésie, théâtre, l'écrivain est alors à un nouveau tournant de sa vie, suite aux nombreuses difficultés financières qui se font de plus en plus présentes. Toutefois, et de manière inespérée pour Jean de La Fontaine,
Il est finalement élu contre toute attente en 1684 à l'Académie française. Et comble de l'élection, il récupère le siège numéro 24, celui de Colbert, un de ses plus farouches adversaires. Mais le 2 mai 1684, La Fontaine prend sur lui, et comme le veut la coutume, salue les mérites de son prédécesseur, dans son discours d'investiture. Et il entame pleinement son néo-statut d'académicien. Cette institution, créée en 1634 par le cardinal de Richelieu, a pour mission de contribuer au rayonnement des lettres et de la langue française. L'élection de La Fontaine est tardive. Colbert et Louis XIV ont bien évidemment veillé à reculer le plus possible l'adhésion de La Fontaine. Mais avec le temps, le soleil sait se montrer clément. La Fontaine, quant à lui, exulte. Ça y est, le rêve de sa vie est accompli. Il fait partie des plus sages de sa discipline et perçoit une rente d'argent supplémentaire et fortement appréciée en de telles circonstances. Il a, selon ses dires, enfin trouvé sa vraie famille, celle qu'il a tant voulu et recherchée. La Fontaine publiera peu après cela, et en compagnie de son ami François de Maucroix, un recueil des traductions de Platon, de Démosthène et de Cicéron, ou encore la comparaison d'Alexandre et de César pour le prince Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, qui s'apprécient mutuellement. Mais cette période sera davantage marquée par un événement majeur de la littérature française, à savoir la querelle des anciens et des modernes. En 1689, après plusieurs années à l'Académie française, mais toujours entêté avec ses problèmes d'argent, il se rapproche du grand prince de Vendôme, un des meilleurs généraux du roi Soleil, connu pour son tempérament et sa générosité envers ses protégés, qui organise de grandes soirées dans le château d'Annette. La Fontaine exulte, mais s'essouffle. En 1689, Jean de La Fontaine a alors 68 ans. Sa carrière n'est plus à démontrer. Mais lui-même sait qu'il ne va pas tarder à tirer sa révérence. Il publie ses dernières fables jusqu'en 1692 et tombe gravement malade en décembre de cette même année. Les médecins pensent rapidement à la tuberculose. Jean de La Fontaine, sentant sa dernière heure, demande alors à voir un prêtre pour recevoir sa confession et préparer son extrême-onction en cas de départ. Jean reçoit chez lui un jeune prêtre, fraîchement diplômé en théologie, et ce dernier lui demande alors d'abjurer sa vie épicurienne et l'ensemble de ses récits potaches et anticléricaux, ce que La Fontaine fit immédiatement, de peur de mourir sans la grâce de Dieu. Il reçoit l'extrême-onction, et sont présents plusieurs membres de l'Académie française, ses amis et des prêtres. Jean de La Fontaine rend son dernier souffle le 13 avril 1695, à Paris. Il sera inhumé très vite, au cimetière des Innocents, bien que sa dépouille sera ensuite transférée en compagnie de celle de Molière, au cimetière du Père-Lachaise. Il composa lui-même son épitaphe, dont en voici quelques vers. Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant le bien chose peu nécessaire, quand à son temps bien su le dispenser, deux parts en fit dont il sous-loua passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Quelque temps après sa mort, ses fables vont jouir d'un succès toujours plus croissant, et notamment pendant la période de la Régence et jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, Jean de La Fontaine, c'est un élément incontournable du système scolaire français, et ce depuis le XVIIe siècle. Il est, en 2015, le 14e personnage le plus célébré du pays. Son nom est inscrit sur plus de 67 000 établissements partout en France, et il est devenu l'une des gloires nationales de ce pays. Ses œuvres ont depuis été adaptées en musique, comme La Cigale et la Fourmi de Dimitri Shostakovich, ou encore en peinture par Marc Chagall. La Fontaine, c'est une véritable précision du verbe et de la musique, en réalisant en quelques mots ce que Marcel Proust ou Émile Zola réalisent en 3 pages. Ces fables sont de la même dimension que les pièces de Molière ou de Racine, avec en plus ce côté fédérateur et universel, à travers un caractère simple et didactique, enchantant, avec des aventures et des récits merveilleux. Il est un véritable génie littéraire, sachant prendre le meilleur de l'Antiquité jusqu'à Versailles pour ajuster sa plume. Son sens du verbe et des interactions de ses personnages demeure une véritable référence. Jean de La Fontaine, c'est aussi un homme attachant et fier, capable de tenir tête à Louis XIV et de le faire patienter pour, selon ses dires, assister à l'enterrement d'une fourmi. En d'autres mots, La Fontaine, c'est un messager qui invite tous les jours au bonheur. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut.